Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. La mort dans des fusillades à Marseille, le trafic de stupéfiants. Rudy Mana est avec nous, secrétaire départemental du syndicat Alliance des Bouches-du-Rhône. Rudy Mana, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous avez entendu le témoignage de Yaya il y a quelques instants. Oui, habitant des Égalades. Vous connaissez ces témoignages-là? Bien sûr, on connaît ces témoignages-là. Complètement, on connaît ces témoignages-là et je vous le dis très clairement, il est totalement dans le vrai. Les gens qui habitent là-bas, les habitants de ces cités sont terrorisés. Ils sont totalement terrorisés par ces trafiquants de stupes. Et malheureusement, la police, on essaye de faire le maximum et tout le monde le sait dans ces cités puisqu'on intervient très régulièrement pour essayer de démanteler ces trafics de stupes. Mais il faut le dire aujourd'hui, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que nous sommes la seule institution d'État, nous sommes le seul pouvoir public à rentrer, le seul service public à rentrer dans ces cités. Et ça devient beaucoup trop problématique pour la police seule de gérer et d'essayer d'endiguer ces trafics de stupes. On a pu le constater encore à Marseille cette nuit. Rudy Mana, beaucoup de descentes de police avec cette nouvelle stratégie dite du pilonnage mise en pratique. C'est vrai que ça a permis de faire baisser le nombre de points de deal, mais une fois la police repartie, le trafic reprend souvent. Oui, vous avez tout à fait raison, Jean-Jacques Bourdin. Cette stratégie du pilonnage, nous, très honnêtement, on y est plutôt favorable parce que ça démontre déjà que la police fait son boulot. Ça démontre que la police n'abandonne pas ces gens dans les quartiers. Parce que on a connu une époque où effectivement on ne faisait pas grand-chose. Alors moi, je trouve que c'est pas la bonne solution parce qu'il faut déjà qu'on les empêche d'essayer, ou en tout cas essayer de les empêcher de vendre ce produit stupéfiant. Et puis quand on peut les interpeller, il faut le faire. Et croyez-moi qu'on en met énormément à disposition tous les jours. Et puis, il faut montrer à ces gens, dans ces cités, qui se lèvent le matin pour aller bosser pour 1 400 € par mois, que nous sommes là également pour eux, parce que nous, notre cœur de métier, il est de protéger ces gens-là. On est là aussi pour eux, on est là surtout pour eux. Mais clairement, si on n'a pas une coordination, un effort total de l'État pour nous aider dans cette démarche, clairement on n'y arrivera pas. On vide l'océan à la petite cuillère tous les jours et donc l'océan, on n'arrivera jamais à le vider si on pense que la police seule est en capacité de faire ça. Oui, mais Rudy Mana, quelques mots sur la stratégie du pilonnage, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. C'est toute une organisation, évidemment. Les voitures de police foncent sur le point de deal pour surprendre les revendeurs au détail, mais aussi les consommateurs présents. Pendant ce temps-là, les CRS bouclent les accès d'une cité, impossible d'y entrer ou d'en sortir sans être contrôlé, et là on saisit tout. On saisit et on condamne aussi, amende à ceux qui consomment. Rudy Mana, c'est comme ça que ça s'organise, Oui, ça se passe complètement comme ça. Lorsqu'il y a des checkpoints qui sont mis en place, on débarrasse la totalité des grosses pierres qu'ils ont mis pour nous empêcher de rentrer. On fait un petit peu le ménage, vulgairement parlant, dans cette cité pour que les policiers, pour que les habitants puissent continuer à vivre normalement. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Jacques Bourdin, vous avez totalement raison. Il arrive que 2 heures après notre départ, le point de deal ait été reconstitué. Ça, c'est une réalité. Et pourquoi il est reconstitué 2 heures après? Parce que le business, parce que l'argent que ramène ce trafic de stupes est tellement énorme, est tellement gigantesque que tout le monde est attiré par cet argent facile-là. Bon, ce qu'on oublie de dire, c'est que ces gamins-là qui rentrent là-dedans parce qu'ils pensent qu'ils vont rentrer dans la vie merveilleuse, qu'ils vont avoir une villa à Dubaï 2 mois après être rentrés dans un trafic de stupes. Ce qu'il faut leur dire également, c'est que l'espérance de vie pour ces gamins-là, il dépasse rarement les 25 ans. Et la vie, elle est bien plus belle en la vivant de manière honnête. Maintenant, il y a des messages à faire passer et vous comprendrez bien que la police n'est pas en capacité de faire tout ça en même temps. Bon, évidemment, on est bien d'accord. Le trafic qui a évolué, il est passé, enfin, il y a toujours évidemment le trafic de cannabis, d'herbe, mais il y a aussi de plus en plus de trafic de cocaïne. Oui, tout à fait. Et autres produits d'ailleurs. Et autres produits, le trafic se développe. Le trafic se développe tout simplement parce qu'il y a, il faut le dire aussi, de plus en plus de consommateurs, parce que c'est toujours pareil. Si vous n'avez pas de consommateurs, vous n'avez pas de vendeurs. Évidemment. C'est la loi de l'offre et de la demande. Effectivement, Gérald Darmanin a créé ces amendes forfaitaires délictuelles pour taper sur ces consommateurs, pour les sanctionner financièrement. Bon, on en fait énormément sur Marseille, mais pour l'instant, ça beaucoup d'amendes. Beaucoup d'amendes. Oui. Je crois que Marseille est la ville qui fait le plus d'amendes en France, d'amendes
amendes forfaitaires délictuelles. Oui. Le souci, c'est que, bon, il n'y en a que 45% qui sont réglés parce qu'on a du mal à récupérer l'argent partout, mais ça, c'est pas notre boulot aussi, c'est le boulot du Trésor public. Et puis, il faut reconnaître que, les gamins, ça les empêche pas de retourner chercher du cannabis, de l'herbe ou de la cocaïne, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en France, c'est monnaie courante de consommer des stupéfiants. Et là aussi, il y a un vrai message de pédagogie à faire passer en disant quand même que la drogue, c'est de la merde. Ben évidemment, évidemment. Alors, Johan témoigne, il est à Marseille. Bonjour Johan. Bonjour Jean-Jacques. Vous avez peut-être entendu Yaya, vous avez entendu Rudy Mana qui est toujours avec nous. Vous dites, moi j'ai vécu dans les quartiers nord toute mon enfance et vous connaissez cette violence et vous connaissez ce trafic. Johan, vous êtes consommateur vous-même ou pas? Non. Non, mais vous avez des amis peut-être qui le sont. Oui. Et voilà. Et qui vont s'approvisionner où? Très souvent, c'est dans les quartiers nord. Alors, on connaît à peu près les cités, on connaît les points. Et voilà. Ici, ils savent bien où aller. Ou alors, des fois, c'est le dealer qui se déplace aussi, des fois. Ou c'est le dealer qui débarque. Parce que maintenant, le dealer débarque de plus en plus à domicile. Livraison à domicile. Depuis le confinement, ils se sont adaptés aussi. Hein. Évidemment. Évidemment. Johan, vous êtes devenu fataliste? Par rapport à ce problème-là, un peu, oui. Ça devient très compliqué de voir une solution. Alors, Rudy le disait, moi, tous les matins, je passe devant la cité de la Castellane. Oui. Et effectivement, de temps en temps, on voit les opérations coup de poing effectuées par la police, où effectivement, ils enlèvent les pierres, ils enlèvent tout ce qui a été fait pour barricader l'entrée de la cité. Et on repasse le lendemain, et c'est comme si rien ne s'était passé. Ça recommence. Et ça recommence. Ça devient très compliqué, d'autant plus que les dealers aussi sont de plus en plus jeunes aussi. Hein. Très souvent, ils ne sont pas forcément pénalisables non plus. Ce qui veut dire que la police fait son travail, et après, en termes d'appareil judiciaire, ça devient très compliqué, puisque les mineurs sont difficilement condamnables. Ils le savent et ils en profitent aussi, je pense que... Rudy Mana, quand on écoute le témoignage de Johan, c'est le tonneau de Danaïde, cette affaire. C'est-à-dire que vous arrêtez, et puis ça recommence, et puis il y a de nouveaux dealers, et puis il y a de nouveaux trafics, de nouveaux trafiquants, c'est... Tout à fait. C'est vraiment le tonneau d'Anaïde. Moi, Jean-Jacques, permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour tous ces policiers qui interviennent tous les jours dans ces cités, qui prennent des risques considérables pour interpeller ces trafiquants de stupes et qui parfois les revoient le lendemain sur le même point de stupes. Je vais vous dire, vous savez, il faut être motivé des fois pour être policier. Hein. Il faut être vraiment très motivé pour recommencer à aller au combat. Parce que je rappelle qu'il faut les prendre en plus en flagrant délit. Tout à fait, oui, bien sûr, il faut qu'on les prenne pendant qu'ils fassent une transaction, ou alors avec du produit sur eux, ou alors avec de l'argent sur eux. Ouais. Bien sûr, c'est pas si simple non plus. Il faut structurer une affaire, il y a des lois, et c'est tout à fait logique d'agir comme ça. Mais franchement, je leur tire vraiment mon chapeau, surtout à ces policiers des quartiers nord qui sont tous les jours dans ces cités, qui vivent tous les jours dans une ambiance très compliquée, avec beaucoup de blessés malheureusement dans nos rangs. Et vous savez, aujourd'hui, quand on a les manifestations d'un côté avec tous ces black blocs qui toute la journée s'en prennent aux policiers, vous avez ce trafic de stupes qui toute l'année gangrène les cités marseillaises, et vous avez ces règlements de compte qui s'accumulent, je vais vous dire, la tâche des policiers, elle est quand même extrêmement difficile, et voire de plus en plus difficile. Merci Rudy Mana, merci Johan pour votre témoignage. Une demi-heure consacrée à ce qui s'est passé. 3 morts dans la nuit et 3 autres personnes qui sont en urgence absolue, qui risquent de mourir. Vous vous rendez compte, hein, pour la seule ville de Marseille. Il est 10h57. Merci. Vous êtes sur Sud Radio. Nous allons parler de religion entre 11h et 12h. Ça va être très très intéressant. Pourquoi est-ce que je voulais parler de religion? Parce que d'abord, le carême s'achève jeudi. C'est jeudi saint. Le ramadan, lui, se poursuit jusqu'au 21 avril. Et puis, il y a eu cette enquête de l'INSEE. 51% des Français déclarent ne pas avoir de religion. Alors, question, les religions sont décrédibilisées de plus en plus. Pourquoi est-ce que croire est désormais mal vu? Est-ce que la liberté religieuse est menacée en Europe? La liberté religieuse, droit fondamental, devient-elle un droit non essentiel? Débat entre 11h et midi sur l'antenne de Sud Radio.